Merci Marion. Je vais commencer, parce que sinon après je vais oublier, je vais m'en vouloir, par remercier Jaoudat qui malheureusement ne pouvait pas être là. Il faut que je mette plus proche le micro, c'est ça. J'ai pas l'habitude des micros. Donc voilà, pour remercier Jaoudat qui ne pouvait pas être là malheureusement aujourd'hui, mais qui nous a mis en interaction sur ce projet de conférence autour de l'exposition, ce que j'apprécie beaucoup. C'est une démarche qui me permet d'avancer dans ma recherche et en même temps de refaire un lien avec les objets, avec le principe de muséologie et les objets qui vont autour. Et je voulais remercier aussi Marion qui a été d'une très grande aide tout au long de la préparation de ce projet. Sans plus attendre et sans avoir de bonne entrée en matière, je vais rentrer dans le sujet en posant une question, un espèce de présupposé qui est très largement diffusé dans la fin du 19e siècle et qui se maintient au 20e siècle, dont on est encore un petit peu l'héritier, historiographiquement, cette idée que les Ottomans n'auraient pas le goût du beau. Je vous ai mis deux illustrations, entre guillemets, de cette idée. La première, c'est un texte de Thalasso, qui est un critique d'art, qui est un fervent admirateur par ailleurs d'Osman Hamdi Bey, et qui fait le lien entre, qui reproche en fait aux Levantins, donc aux Grecs et aux Arméniens, etc., de ne pas jouer leur jeu de passerelle entre les arts occidentaux et les artistes ottomans, locaux, musulmans entre guillemets, passerelle donc en tant qu'enseignant des arts modernes. Par art moderne, il faut évidemment entendre à ce moment-là les arts occidentaux. Et la raison qu'il invoque, là je ne vous ai pas mis le texte, mais il l'annonce, je ne sais plus où, je crois qu'on le voit quelque part, la raison qu'il invoque, c'est l'islam, c'est un interdit religieux. Le problème serait donc, on est dans une approche complètement culturaliste, fondamentalement, les Ottomans en tant que musulmans ne peuvent pas apprécier la beauté de l'art au sens d'un art qui est un art représentatif, pictural, qui représente l'humain. L'autre image que je voulais vous montrer est encore plus représentative peut-être de ce regard extrêmement dur à l'égard des capacités artistiques des Ottomans et plus généralement des arts islamiques. C'est une représentation, c'est une aquarelle par Stefanov, qui est une hiérarchie destinée à visualiser les compétences artistiques des différentes sociétés. Avec au centre, en fait, le sommet, c'est les arts grecs anciens. Donc, si on cherche les arts islamiques dans cet ensemble-là, ils n'y sont pas. Donc, ils n'existent même pas dans cette hiérarchie. Alors, en partie, c'est l'idée très, très, très diffuse qu'il y aurait peu de représentations iconographiques dans les arts islamiques, ce qui pourrait être remis un petit peu en cause quand même avec toute la production des miniatures qui est quand même assez conséquente. Mais surtout, et on rejoint en fait une partie de l'idée de Thalasso, c'est l'absence d'art plastique. C'est l'absence de la sculpture, c'est l'absence de la représentation de l'individu, mais pas seulement à travers le papier ou la toile, donc pas de façon plane, mais de façon aussi en 3 dimensions. Donc cette absence d'art plastique et ce refus de représenter l'humain visuellement serait lié à une incapacité à estimer et apprécier le beau. C'est-à-dire, par le beau, là, il faut bien entendre la beauté d'un objet au-delà de sa valeur matérielle. S'il n'y a pas de beau, il n'y a pas de collection d'art. S'il n'y a pas de collection d'art, il n'y a pas de pensée de patrimoine. Et c'est très exactement des arguments qu'on retrouve y compris chez les historiens aujourd'hui, pour essayer d'expliquer pourquoi les Ottomans n'auraient pas eu de sentiment patrimonial à l'égard des antiquités gréco-romaines, par exemple, parce que justement, ils n'accordaient pas de valeur à la beauté de ces objets-là. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais essayer de revenir justement, de questionner cette question, voilà. D'interroger cette idée que les Ottomans n'auraient pas le goût du beau. Est-ce que vraiment ils n'ont pas ce goût-là et est-ce que vraiment ils n'ont pas du coup cette idée de collection ?
en tout cas telle qu'elle a pu se développer en Europe à partir du XVIe, XVIIe siècle. Alors la démarche de cette communication, c'est donc d'interroger le concept de patrimoine à partir d'un fait qui, moi, de mon point de vue, est évident. Les Ottomans disposent de réserves, d'objets, de trésors, nombreuses réserves d'objets d'ailleurs, ce n'est pas quelques-unes, et justement ces trésors sont l'objet des convoitises occidentales. C'est dans ces trésors-là que les antiquaires, que les collectionneurs au XIXe siècle, et même dès le début du XVIIIe siècle, voire même dès le XVIIIe siècle, vont constituer des collections qui progressivement vont rentrer dans les musées occidentaux, le musée du Louvre par exemple, le musée du Mucem un petit peu, et je ne parle pas du British Museum, qui est aussi une bonne expression de ses origines, de ses collections. Donc je voulais repartir des objets, justement parce que c'est une conférence qui fait le lien avec une exposition, et donc on a des objets, je voulais recréer ce lien à partir des objets, qui sont le cœur des collections et qui sont en fait le cœur des musées, en tout cas tels qu'on les a pensés jusqu'à récemment. Et pour cela, il me semble qu'il faut absolument mettre de côté le prisme de la modernité occidentale et de la manière dont on pose les rapports au patrimoine comme étant dans une évidence, dans un rapport à l'Occident. La pensée du patrimoine aurait été construite et introduite dans l'Empire ottoman par l'Occident. Donc mon point de départ, c'est un peu de dire, on va mettre ça de côté. Il y a évidemment un rapport à l'Occident qui est important dans la construction patrimoniale, mais si on met ça de côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on trouve? Comment les Ottomans eux-mêmes pourraient penser le rapport au patrimoine? Qu'est-ce qu'ils conçoivent? Comment ils définiraient cette notion de patrimoine? Et pour cela, je propose de remonter le fil de l'histoire un petit peu à rebours, de partir de ce qu'on sait, donc vers le 19e, 20e siècle, et d'aller avant, voir ce qui se passe avant, les moments qu'on peut trouver où la détention d'objets se transforme en collection. Je vais me concentrer sur 3 types d'objets qui sont devenus des objets de collection justement assez plus ou moins bien connus. Les armes, mais en fait, de façon plus générale, les objets militaires, les portraits, ça c'est pour faire quelque chose un peu inattendu, on va dire, et les livres, et en fait plus généralement tout ce qui relève de la production manuscrite. Et ces 3 objets, je vais les interroger systématiquement autour de 4 questions qui sont toujours les mêmes: le pourquoi, le comment, le quand et le qui. Alors, les armes justement, c'est mon point de départ. Mon point de départ en fait c'est ce casque, et c'est pour ça que je vais vous parler longtemps. C'est ce casque qui a retenu mon attention parce qu'il est présenté justement dans l'exposition. À gauche, je vous ai mis un autre exemple, et je remercie Marion de m'avoir donné cet autre exemple. Un autre exemple d'un casque tout à fait similaire, c'est un peu la même facture, qui est conservé à Niort. Et si vous regardez, si vous allez sur Internet, que vous regardez par exemple les collections du Louvre, vous allez voir une autre quantité de casques tout à fait comparables. C'est le même genre, avec des qualités plus ou moins, ou des conservations plus ou moins bonnes. Alors pour les détails, les précisions techniques de ce casque, finalement je ne vais pas en parler. Je vous laisse justement retourner voir l'exposition ou aller la voir. Vous verrez, vous avez toutes les explications de comment quelles sont les techniques qui sont utilisées. Je rappelle tout de même que c'est un casque qui n'avait pas de raison d'être militaire. Ce n'est pas un casque destiné à être porté à la guerre sur le front. C'est un casque d'apparat, donc pour les cérémonies, pour les parades, etc. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que c'est celui-là qui est largement utilisé pour évoquer les Ottomans. Alors si j'en crois, je vais me permettre une toute petite remarque quand même, si j'en crois les indications justement des conservateurs, ce casque, c'est un lapsus de notre condition actuelle, ce casque n'est pas ottoman en fait. Il est Akoyunlu. Alors les Akoyunlu, c'est une dynastie turque, et je dirais même turcomane, qui se situe entre l'Asie centrale, donc très largement l'Iran, et l'Anatolie orientale, entre l'Anatolie orientale et centrale. Et c'est une dynastie qui va s'élever comme grande rivale des Ottomans dans toute la seconde moitié du XVe siècle. Les Akoyunlu vont être... Uzun Hasan, notamment, va être le principal rival de Mehmed II. Alors je fais cette petite remarque pour souligner quand même que turc ne veut pas forcément dire ottoman,
et qu'en l'occurrence, Akoyunlu ne veut absolument pas dire ottoman. Ce n'est pas du tout possible. Donc là, on voit bien un reflet d'un petit héritage assez ancien, cette tendance à mélanger turc et ottoman comme si c'était la même chose, comme si c'était un synonyme. Et malheureusement, je crois que dans l'histoire de nos collections, y compris dans les meilleurs musées, c'est une tendance qui est assez répandue et qu'il faudrait discuter un petit peu parce que ce n'est pas forcément juste. Mais en l'occurrence, je le dis parce que c'est un point sur lequel je travaille justement, mais c'est un peu un malencontreux hasard. C'est-à-dire que le casque qui a été retenu est l'un des rares qui n'est pas vraiment ottoman. Alors que dans toutes les collections qu'on a en France, la plupart sont effectivement bien d'origine ottomane, turque et ottomane. Celui-là, pas de chance, c'est le seul qui était à Koyunlu et donc qui n'était pas ottoman. On est assez proche quand même de cette évocation des Ottomans. Mais ce qui m'a marqué tout de suite quand j'ai vu ce cas, c'est que pour tout ottomaniste qui se vaut, ça évoque nécessairement Saint-Irène. Et Saint-Irène, c'est un dépôt d'armes et c'est le premier musée ottoman. En tout cas, c'est le premier musée qui a été vraiment disposé du label de musée ottoman. Donc ça m'a permis, en voyant ce cas, je me suis dit, c'est le casque ottoman, ça permet d'évoquer les musées et le début des collections. On est en plein dans le cœur de la réflexion. Alors Saint-Irène, je vais pas vous faire un très long discours sur Saint-Irène, c'est une église qui est restée église, une des rares églises d'Istanbul qui n'a jamais été convertie en mosquée, et qui a été transformée, parce qu'elle est dans le périmètre du palais de Topkapı, en fait, à l'intérieur de la vaste enceinte de Topkapı. Il a été transformé, en fait, en dépôt d'armes, assez rapidement, mais on ne sait pas bien dans quelles conditions ni comment. Puis par ailleurs, à côté de Saint-Irène, il existait un autre bâtiment militaire, lui aussi, qui, entre-temps, a disparu. Donc dans ce dépôt d'armes, on trouve, vous avez une description par Théophile Gautier qui vous montre une partie de ce qu'on pouvait trouver dedans au moment où lui a pu le visiter. On trouve des objets qui proviennent de butins de guerre, très largement des équipements militaires, des armes précieuses, mais aussi des tambours, des trompettes, des étendards, des drapeaux qui appartenaient soit aux janissaires, soit aux armées rivales. On trouve aussi des objets en pierre qui ont été récoltés, plus ou moins, dans la péninsule historique d'Istanbul. Et cette première petit bout de collection d'objets antiques, ou qu'on appellerait antiques aujourd'hui, a eu une grande postérité, puisque au cours du XIXe siècle, avec l'engouement pour l'archéologie antique dans l'Empire ottoman, une législation est introduite qui oblige à conserver dans l'Empire ottoman une partie des vestiges, une partie de tout ce qui est trouvé lors des... Il faut que je me rapproche. Donc une partie de tout ce qui est trouvé sur le territoire ottoman, et ces objets-là sont envoyés justement à Saint-Irène. Donc très rapidement, une collection d'antiquités qui était tout à fait mineure au départ commence à prendre beaucoup d'importance, au point on finit par réaménager le Saint-Irène en faisant une galerie exprès pour les antiquités et ensuite une galerie exprès pour les armes anciennes. À savoir qu'à ce moment-là, la galerie des armes anciennes est celle qui est considérée comme la plus importante et la plus valorisante au moment où cet aménagement est fait. Et on commence à avoir, donc là on se situe au début du 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle très exactement d'ailleurs, on commence à avoir des visites qui sont aménagées à Saint-Irène sur autorisation impériale, mais qui ne sont pas si difficiles que ça à obtenir, en tout cas pour les voyageurs occidentaux qui ont un tout petit peu de renom ou d'accès aux ambassades occidentales. Un peu plus tard, Saint-Irène, en 1869, est transféré sous l'administration du ministère de l'Instruction publique et est transformé à ce moment-là en musée impérial officiel. C'est le premier musée ottoman. Ensuite, la collection connaît un certain nombre d'évolutions. Une partie va aller au Çinili Köşk et qui ensuite va être retransférée dans ce qui est aujourd'hui le musée archéologique fondé par Osman Hamdi Bey. Et les affaires militaires restent à Saint-Irène. Dans ces affaires militaires-là, on en prend un petit bout, les habits des janissaires qui sont envoyés dans un autre musée,
Donc on commence à voir la prolifération de musées dans l'Empire ottoman à la fin de l'Empire. Néanmoins, et malgré plusieurs projets de musées militaires autonomes, jusqu'en 1940, les collections de Saint-Irène restent à Saint-Irène. C'est à partir de 1940 qu'elles vont être réparties dans les différents musées d'Istanbul, notamment pour la collection militaire à Topkapı et à Harbiye, qui est l'actuel musée militaire. C'est pour ça d'ailleurs que sur les images, je vous ai mis en bas justement un aperçu des collections aujourd'hui de Topkapı qui ont été remises à jour et qui sont, pour celles qu'on voit là, les collections des armes, proviennent directement de Saint-Irène. Alors c'est une collection d'armes et d'objets militaires qui est très riche. J'ai essayé, alors je suis désolée, je n'avais pas accès, mon livre est à Istanbul, et je n'ai pas pu retourner à Istanbul récemment, donc j'ai dû piocher dans Internet, donc c'est des images qui ne sont pas complètement authentiques, on va dire. Mais a priori, ça devrait être, c'est juste, en tout cas ça correspond à des choses que j'avais vues. J'ai essayé de vous montrer cette richesse. Ce ne sont pas que des armes, c'est vraiment tout ce qui est le matériel militaire. Et notamment, je me suis permis d'ajouter cette dernière petite image qui vient de l'entrepôt de Topkapı, où on voit cette espèce d'accumulation de casques qui sont exactement les mêmes casques que celui que je vous ai montré, pour montrer, voilà, ce casque-là n'est pas du tout une exception, c'est vraiment quelque chose de très courant. Mais on a des objets qui sont absolument magnifiques, certains qui sont d'une très grande richesse artistique, artisanale, les deux. Certains qui sont d'une très grande richesse par les produits qui sont utilisés, par les matériaux qui sont utilisés, qui sont sertis d'or, etc., qui sont gravés. Et je me suis permis aussi d'ajouter en exemple ce sabre, parce que finalement on ne voit pas très bien en agrandissant, mais c'est dommage. C'est un sabre qui a appartenu à Soliman le Magnifique, qui aujourd'hui est dans les collections du Louvre. Et j'avoue que j'ai tendance à me demander comment un sabre de Soliman a pu se retrouver dans les collections du Louvre, puisqu'a priori, il a dû passer justement par Saint-Irène. C'est là où on collectionnait les sabres des anciens souverains. Donc je ne sais pas comment il est sorti de Saint-Irène, peut-être qu'il n'a jamais été dans Saint-Irène, mais j'aimerais bien avoir plus d'informations sur l'origine de ce sabre et comment il s'est retrouvé au Louvre. On sait qui a été son propriétaire et comment il a été donné, mais ce propriétaire-là, en l'occurrence, comment il a acquis ce sabre-là reste un petit peu intriguant. Mais c'est pour vous montrer la qualité du travail. Là, les inscriptions sont gravées sur le sabre et sont dorées. Et c'est des inscriptions calligraphiques très... vous avez un côté de la lame qui est en inscription calligraphique et de l'autre côté qui sont des décors, des petites fleurs, etc. Donc c'est vraiment, on a des objets d'une grande richesse artistique. La richesse, elle est par-delà donc les qualités artistiques, elle est de l'ordre de l'étendue chronologique. On a des objets qui sont pour certains très antérieurs aux Ottomans et certains qui remontent à la période du prophète Mohammed. C'est aussi très riche du fait de l'étendue géographique, puisqu'on va avoir des objets qui sont safavides, des objets qui sont mamelouks, des objets qui sont timourides, des objets qui sont Karakoyunlu, Akoyunlu, etc. Et bien entendu aussi des objets qui sont de fabrique occidentale. Néanmoins, la dominante est très largement islamique. C'est très largement des armes islamiques qui sont conservées. Alors la question c'est, je vais commencer mes questions. Comment s'est constituée cette collection? Ce qui est invoqué en général, c'est les prises de guerre, le butin. Mais les prises de guerre, le butin n'est pas forcément des objets de très grande qualité, c'est des objets très redondants. Le butin sur un champ de bataille, des armes et des objets qu'on peut avoir, ça va être beaucoup de casques, de fantassins et de petits fantassins. Donc c'est pas très très intéressant. Et il est fort à parier que les sultans ottomans s'en sont un petit peu débarrassés. Ils en ont peut-être gardé quelques-uns, mais ils vont pas garder les 50 millions d'exemplaires qu'on peut avoir du genre. Donc la question des prises de guerre interroge sur une sélection qui est faite par rapport aux prises de guerre. Mais je crois qu'il faut réfléchir aussi à d'autres sources d'entrée dans cette collection, et notamment envisager les commandes impériales
auprès des artisans du palais. On n'a pas vraiment d'informations précises sur la question, mais on sait qu'il y avait les artisans du palais qui produisaient à la demande des sultans, et notamment, chaque sultan veut avoir son propre sabre, son propre aume, ses propres protections, qui doivent refléter les goûts du temps, qui doivent refléter la richesse, qui doivent refléter la manière dont il se positionne, dont il se conçoit dans son rôle comme souverain de l'Empire. Et puis, il y a une troisième source qui est importante, ce sont les cadeaux et les dons. Et étrangement, ça n'a pas été très travaillé pour les collections. Or, la société ottomane est une société qui fonctionne énormément autour de la distribution des dons. Toutes les cérémonies impliquent, tous les événements publics-privés, en fait, les événements dynastiques qui sont entre les deux, impliquent et ritualisent des échanges de dons. Un certain nombre d'études ont été faites sur ce sujet, et il en émerge qu'on a une certaine répartition des dons au sultan et à la famille, au prince, du coup. Les membres de l'élite militaro-administrative vont offrir des objets militaires. On voit bien le lien, ce sont des personnes qui viennent du militaire, qui offrent du militaire. Les membres de l'élite lettrée vont offrir des livres. On y reviendra plus tard. Mais on ne parle pas de petits cadeaux. Il y a évidemment une rivalité qui se met en place, et chacun essaye de se distinguer des autres, soit par un cadeau qui va être beaucoup plus époustouflant que tous les autres, soit par la quantité. Et on a la documentation là-dessus. On sait qu'à tel moment, il y a eu 5, 10, 15 sabres qui ont été offerts au sultan à l'occasion d'une circoncision, ou alors que tel sabre était absolument magnifique, serti d'or et d'émeraude, etc., etc. Donc on a quand même de la documentation sur ces éléments-là. Et le fait même qu'on ait ces précisions, notamment dans certains objets plus exceptionnels, laisse entendre que pour les Ottomans, ces objets-là, justement, avaient une valeur particulière. Et j'ai tendance à présupposer que c'est cela, tout particulièrement, qu'on va retrouver dans la collection de Saint-Irène. Alors, quand on commence cette collection, les débuts sont très flous. On commence à avoir de la documentation au milieu du XVIe siècle, mais de toute évidence, un certain nombre de pièces sont antérieures, et on ne sait pas bien, en fait, comment elles se sont transmises. Alors, certaines pièces qui sont antérieures au XVIe siècle proviennent des pillages, et la datation n'est pas du tout possible, parce que ça peut être des pillages du XVIe ou du XVIIe siècle, mais d'objets qui étaient conservés sur place et qui eux-mêmes sont plus anciens. Ce qui souligne tout de même un intérêt de la part des Ottomans, l'idée d'acquérir et ensuite de conserver des objets qui ne sont pas ottomans, qui viennent d'ailleurs et qu'ils vont rapporter et garder pendant plusieurs générations dans leur collection. Donc il y a bien un signe d'un intérêt tout à fait particulier pour des pièces qui sont extra-ottomanes. On a aussi évidemment des pièces ottomanes qui datent des tout débuts de l'Empire. On a notamment le sabre d'Osman Ier, mais le sabre d'Osman Ier est utilisé dans des cérémonies dynastiques. Mais on a aussi le casque d'Oran et un certain nombre d'objets qui viennent du tout début des Ottomans, dont certains objets n'ont pas de valeur artistique particulière. Certains sont en assez mauvais état. Donc ça laisse bien entendre que derrière tout ça, l'intérêt que les Ottomans portent, que les sultans ottomans portent pour leur conservation n'est pas lié à l'esthétique ou à la richesse. Il est lié à une autre valeur qui est, me semble-t-il, une valeur mémorielle. La datation des pièces de la collection mise à part, ce qui m'intéresse peut-être un petit peu plus, c'est la question de l'organisation de cette collection. Puisque ce qui va être central, c'est le passage de la conservation inconsciente, on conserve parce qu'on a et qu'on a hérité, et finalement on ne sait pas trop ce qu'on en fait, à la conservation qui est engagée, c'est-à-dire le moment où on va structurer la collection et en faire soit un état des possessions, soit encore plus important quand on va commencer à l'ouvrir pour permettre qu'elle soit visitée et qu'on va faire des éléments d'exposition, donc des pupitres,
des tribunes, peu importe ce qu'on fait, mais qui permettent de mettre en valeur cette collection. Tous ces éléments-là sont des éléments d'évolution où la collection prend vraiment le sens qu'on peut lui donner aujourd'hui au sens de collection, c'est-à-dire collection qui est déjà patrimoniale en fait. Donc Saint-Irène est un dépôt d'armes, hein, je vous l'ai dit, jusqu'au XVe, XVIe siècle. Alors il y a déjà dans cette idée, dans l'emplacement même de Saint-Irène, l'idée que c'est une collection, que c'est un trésor qui est distinct du trésor impérial traditionnel. Parce que le trésor impérial n'est pas à Saint-Irène, vous imaginez bien, parce qu'il est quand même assez loin de là où est le sultan lui-même, il est bien protégé dans la 3e cour de Topkapı. Donc là, il y a une séparation physique qui laisse entendre que oui, ça appartient au trésor, mais pas de la même manière. Mais c'est un peu tout ce qu'on peut en dire, donc c'est pas non plus... c'est assez limité. Un premier moment clé, c'est le règne d'Ahmed III, qui va lancer une politique d'aménagement de Saint-Irène et lui donner un nouveau nom. À ce moment-là, il y a l'idée déjà d'une certaine ouverture, d'une capacité, d'une possibilité de visiter Saint-Irène. Alors par qui? C'est très limité, puisqu'on reste à l'intérieur du palais, mais il y a cette idée que c'est possible de visiter. Donc la collection privée est née avec Ahmed III. Un second moment clé, c'est le règne de Mahmoud II. Alors c'est un moment clé un peu bizarre, d'un côté parce qu'il y a eu des pillages et des destructions par les janissaires qui se révoltent, donc ce qui entraîne une désorganisation de la connexion. Et je rappelle tout de même le rôle que le vandalisme, je prends ce terme volontairement parce que c'est celui qui a été exploité justement, qui a émergé de la Révolution française et dont la notion même de musée, de collection et de patrimoine dans le contexte français est issue. Donc le vandalisme est quelque chose de central dans la prise de conscience patrimoniale. Et bien là, on a un cas de vandalisme. Et puis, la conséquence immédiate, c'est la destruction des janissaires, destruction violente, puisque Mahmoud II fait bombarder les casernes des janissaires et se débarrasse de tous les janissaires qu'il peut trouver dans son empire. Donc cette destruction des janissaires amène d'une part l'entrée de nouveaux objets dans la collection, et surtout ces objets sont déjà immédiatement obsolètes. Donc ils sont déjà le reflet de reliques du passé. Le troisième moment clé, c'est juste après Mahmoud II, Abdülmecid Ier, qui va ordonner la rénovation des bâtiments, une rénovation des bâtiments avec des aménagements muséographiques. On met en place des tribunes, on crée ces deux galeries distinctes, etc. Plus demander la constitution d'un inventaire et autoriser les premières visites du lieu. Donc je ne vous parle pas ensuite de la suite, parce que là on rentre ensuite vraiment dans le passage au musée. Mais là, on a bien dans cette passation en fait, entre le tout début du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle, une évolution profonde du sens de cette collection. Le qui, on a une provenance très diversifiée des objets. Ça serait peut-être intéressant, mais pour l'objet même de cette communication, je pense qu'aller chercher précisément qui a offert chaque objet n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est plus important, c'est que tout ce qui émerge de ce que je viens d'essayer de vous raconter, c'est que l'acte de collection est de toute évidence une prérogative impériale. Les sultans sont aux premières loges, c'est eux qui mènent la danse, c'est eux qui prennent les décisions. Et c'est une politique qui est poursuivie dans le temps. On la voit émerger au XVIIIe siècle, elle est ensuite poursuivie par les successeurs d'Ahmed III. Néanmoins, ce qui émerge peut-être aussi, c'est que l'initiative est lancée par les sultans, et puis, dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle, les sultans sont comme dépassés par leurs propres dignitaires, et ce sont désormais les pachas qui vont être à la pointe de l'action de collection et de l'action muséologique. On en vient à la question du coup centrale, pourquoi ? Est-ce que c'est pour la beauté? Et dans ce cas-là, la beauté de quoi? De quelle beauté parle-t-on? Ou est-ce qu'on est face à quelque chose d'autre? Est-ce que c'est pour d'autres raisons que l'on collectionne? Alors certains objets, évidemment, sont... je me demande si je n'ai pas oublié de vous montrer des... Non, c'est bon. Certains objets sont des œuvres du génie artisanal islamique. Elles sont d'une richesse incomparable. Et l'argument de la beauté
me semble s'imposer de lui-même. Une beauté, néanmoins, qui est associée à une démonstration de richesse, surtout quand il s'agit des armes des sultans, où il y a une volonté de surenchérir dans les émeraudes, les gemmes, les bijoux, les diamants, tout ce qui est incrusté à l'intérieur de l'arme pour la rendre encore plus somptueuse. Mais certains objets, on l'a vu, ont une valeur mémorielle. Les sabres et les chemises talismaniques des premiers souverains ottomans, par exemple, sont là parce qu'ils évoquent le début des Ottomans. Mais on peut penser aussi, exactement pour les mêmes raisons, aux janissaires, dont on conserve les traces juste après les avoir assassinés. Et puis certains objets n'ont aucune de ces caractéristiques. Et là, ça devient intéressant. Pourquoi les conserver ? Eh bien, il me semble qu'on les conserve parce que les armes, c'est avant tout un symbole de pouvoir. Un double symbole de pouvoir, la possession des armes des autres rappelle la victoire sur eux, et le port des armes symbolise la puissance d'agir, ce que Norbert Elias a appelé le monopole de la violence légitime. L'iconographie, justement, rappelle avec constance l'importance de ce symbole dans les éléments de légitimité de la puissance impériale. Et le choix des armes que vous voyez systématiquement, y compris, alors je vous ai montré, j'ai essayé de diversifier un petit peu les images, là vous avez dans les 4 vignettes principales, sont toutes des sultans. Vous avez Soliman qui ne porte pas d'armes, mais derrière lui, ses serviteurs portent le sabre pour lui. Vous avez, alors je crois que c'est Abdulhamid Ier, si je ne me trompe pas, ou Mustapha III, je le mélange un peu, dont on voit la dague qui sort de son cafetan, et ça c'est vraiment un motif régulier de l'iconographie des portraits des Ottomans. Pourquoi ? Parce que c'est le symbole de son pouvoir. Soit il a ça, soit il a un petit sceptre pour évoquer aussi son pouvoir. Donc on évoque le pouvoir d'agir sur les autres. Et puis quand on passe ensuite, j'aime bien ces 2 dernières-là, quand on passe à un autre type d'iconographie occidentale, le sabre demeure, puisque le sabre est aussi un symbole de pouvoir en Occident de la même manière. Et vous voyez bien là ce sultan qui est Abdülmecid, justement, avec le sabre qui est central, qui tranche à l'intérieur du tableau, qui fait cette ligne du milieu. C'est l'objet qui sépare le tableau en 2. Et de la même manière, avec Abdulaziz, cette fois-ci, alors j'ai coupé un petit peu les images. Si vous les regardez sur Internet, elles seront plus grandes. Mais c'était pour cerner un peu sur les objets militaires. Vous avez à nouveau ce sabre sur lequel il s'appuie et qui prend une place aussi assez importante dans le tableau. Et j'ai mis la toute petite dernière là-dessus. Je l'ai mis de côté parce que ce n'est pas un sultan, c'est un prince. C'est le prince Sélim qui va devenir Sélim III, mais qui à ce moment-là est encore prince. Et vous voyez que le prince est déjà décrit avec les attributs du pouvoir, avec justement ce petit sabre, cette petite dague dans sa ceinture. Pour l'anecdote, les Occidentaux racontent que les princesses ottomanes, justement, se promènent aussi avec un sabre en signe de leur pouvoir et de leur supériorité sur leurs époux qui sont des esclaves. Donc le sabre, enfin l'arme comme symbole de pouvoir et d'autorité est vraiment un leitmotiv. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'il y a tout cet intérêt aussi ancien pour les armes. L'iconographie impériale, justement, va me permettre de rebondir et de passer sur mon deuxième sujet, les portraits. Topkapı, le musée de Topkapı dispose d'une collection assez atypique et qui a été très bien étudiée par Aysel Çetelioğlu. C'est une collection de tableaux et de portraits des sultans. Alors c'est une collection qui est riche et diversifiée. Elle compte environ 800 peintures de tout genre. On trouve des aquarelles, des huiles sur toile, on trouve des huiles sur ivoire. Et ensuite aussi environ 700 autres matériaux qui sont des gravures, des photographies, des petites sculptures comme le petit buste qu'on voyait en marbre un petit peu avant, etc. La collection est ancienne, elle remonte déjà au milieu du XVIe siècle et elle va s'étendre jusqu'au milieu du XXe siècle. Son origine est très largement la collection privée des sultans à Topkapı, à laquelle est venu s'ajouter un certain nombre d'autres
d'autres tableaux qui proviennent des palais plus tardifs, Dolmabahçe, le palais de Yıldız, qui ont ensuite, les collections ont ensuite été reversées à Topkapı. Et puis, après la transformation de Topkapı en musée, donc la fermeture de Topkapı en tant que palais, la collection s'est enrichie d'un certain nombre de dons et d'achats, notamment entre les années 35-45, on va dire. Une partie de ces dons, d'ailleurs, proviennent directement de membres de la dynastie ottomane, de descendants de la dynastie ottomane, qui ont offert certains de leurs tableaux au palais. Thématiquement, c'est une collection qui a au moins une unité très forte, qui est justement les portraits et majoritairement, très majoritairement, les portraits des sultans ottomans. On va voir quelques individus de l'élite ottomane qui vont apparaître, et puis ensuite de l'élite turque républicaine. On a quelques femmes du palais, on a quelques portraits de souverains voisins, mais la grosse majorité, ce sont les portraits des sultans. Ce qui m'a amené à me dire, mais pourquoi collectionner les portraits des sultans ? Je ne vais pas y répondre tout de suite, parce que c'est le résultat du raisonnement, a priori. Je vais quand même vous faire un petit historique du lieu actuel de conservation de cette collection, puisqu'elle a été attribuée pendant assez longtemps, elle a été placée dans la 3e cour, au niveau de la chambre privée des pages du sultan. Donc c'est à l'intérieur de l'espace privé du palais, qui est directement en proximité avec la personne impériale. C'est ce qu'on appelle l'enderun. Au XIXe siècle, ces espaces ont été transformés pour conserver le manteau du prophète et pour devenir des lieux d'exposition annuelle. Un jour par an, le manteau du prophète est visible. C'est le 15e jour du Ramadan lors d'une cérémonie officielle. Le reste du temps, le manteau et tous les objets reliques religieuses sont conservés dans cet espace. Ils sont toujours conservés plus ou moins dans cet endroit-là, à Topkapı, sauf qu'aujourd'hui, ils sont visibles par tout le monde et ils sont mis en exposition. Je ne qualifierai pas la qualité de la mise en exposition. Le lieu a subi une série de réparations jusqu'à la toute dernière, dans les années 2000, qui a permis de retrouver et de préserver des éléments architecturaux originaux, certains qui dataient de la période byzantine ou du XVe siècle ottoman, tout début où le palais a été construit lui-même, notamment des colonnes qui ont été préservées. En 1924, Topkapı est transformé en musée par Atatürk, et en 1929, Atatürk demande d'organiser une exposition des portraits des sultans. L'exposition met un petit peu de temps à être mise sur pied. Elle a lieu en 1938, c'est une première exposition publique. Et puis, elle a lieu à nouveau en 1974 et à nouveau en 2000, où elle est devenue permanente. Donc il y a une volonté assez longue, finalement, et moi qui m'a relativement surpris, qui date déjà d'Atatürk, de donner accès à cette exposition de tableaux. Alors, à l'origine de cette exposition et à l'origine de l'idée même de collecter des portraits, on trouve Mehmed II. Mehmed II, alors j'ai mis volontairement en vis-à-vis, parce que Mehmed II a institué une tradition nouvelle et assez fascinante, puisqu'il a décidé, il a commandé de se faire représenter dans les deux traditions de l'époque. D'un côté, la tradition italienne, et il va commander à Gentile Bellini un tableau de lui-même. Malheureusement, le tableau, me semble-t-il, a été perdu. Donc celui que je vous montre n'est pas celui de Bellini. C'est une copie postérieure qui a été faite par Fausto Zonaro en 1907, qui est supposée ressembler à la copie de Bellini. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est tout à fait exact. Et puis, en même temps, il commande à Şiblizade Ahmed, qui est un élève de Nakashinan Bey, donc dans la tradition ottomane de la miniature, de se faire représenter. Ce qui est intéressant, c'est que la tête qui va être dessinée dans la miniature persane, d'après les traditions timourides de l'époque, est faite d'après le portrait de Bellini.
Donc on a une combinaison assez forte dès le début des traditions persanes et italiennes, qui va servir ensuite de modèle pour les reproductions ultérieures du XVIe siècle et ensuite du XVIIe siècle, etc. Cet enchevêtrement en fait, des traditions artistiques se maintient parce qu'on va avoir tout au long du XVe, XVIe, XVIIe siècle énormément de tableaux qui sont produits, qui sont censés portraiturer les sultans ottomans. La plupart de ces artistes ne sont jamais allés dans l'Empire, donc n'ont jamais vu ces sultans, mais ils peignent d'après des miniatures, justement, qui proviennent de l'Empire ottoman, et notamment les miniatures de Nigari, qui a fait des... Nigari, on avait une miniature, justement, ce sultan que vous avez là, ce Soliman, c'est une miniature de Nigari. Un exemplaire de son ouvrage aurait été offert par Barberousse au commandant français Virginio Orsini à Marseille en 1574. Je reviens. Le tout premier album illustré des sultans en miniature, qui soit une commande locale et qui soit produit en local, c'est celle elle date de Mourad III. Et c'est une production commune entre Seyyid Lokman et Nakash Osman. Donc ce sont des artistes du palais, d'excellents artistes très réputés par ailleurs, qui vont produire le Qiyafet al-Insaniye fi Shemail al-Osmaniye. Au moment de produire cet album, les artistes se rendent compte qu'ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas de représentation illustrée des sultans à part celle de Mehmed II. Et que les descriptions verbales qu'ils peuvent trouver dans les ouvrages sont insuffisantes pour pouvoir retranscrire artistiquement les caractéristiques des différents sultans. Et donc, est mise en place toute une politique, toute une diplomatie pour requérir l'envoi de peintures vénitiennes pour servir de support. Donc de ces peintures vénitiennes qui elles-mêmes sont inspirées des miniatures ottomanes dans la circulation des modèles. Et c'est à partir de ces peintures que les miniatures vont être dessinées. C'est le début de la constitution d'une collection de représentation des Ottomans qui ensuite va déboucher sur des représentations plus occidentales. On sait que Levni va essayer de s'inspirer justement des modèles ou des techniques occidentales de façon très ottomane en l'occurrence, et puis progressivement, de plus en plus, on rentre dans la copie de l'art occidental. Ce qui est important peut-être, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle, et ça commence avec Ahmed III, justement, c'est le deuxième que vous voyez là, avec son fils. Et puis ensuite, Mustapha III, Abdulhamid Ier, Selim III, Mahmoud II, donc tout le XVIIIe siècle jusqu'à à nouveau Mahmoud II et le début du XIXe, on a un phénomène d'autonomisation et de multiplication des portraits. Non seulement on fait plus de portraits, mais ces portraits vont devenir des œuvres autonomes. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez ces miniatures-là sont dans des ouvrages, dans des livres, dans des manuscrits. Les portraits qui sont faits deviennent des portraits qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre ailleurs, qui sont une œuvre à part entière. On va passer progressivement de la miniature à la peinture sur toile. Je vous passe le détail des artistes qui sont impliqués, mais si vous voulez, on pourra en reparler. Ce qui est fondamental dans cette transition, c'est que justement avec l'autonomisation de ces portraits, le fait qu'ils deviennent des objets à part entière, ils prennent de plus en plus d'espace, les miniatures c'est quand même petit, les portraits sur toile deviennent des énormes représentations, et surtout leur objectif ou leurs usages changent. Ce sont des productions qui sont faites pour être exposées, pour être mises sur des murs, pour être vues, donc il y a un objectif de publicité. C'est destiné à un public, c'est destiné à une exposition. La question, c'est quand est-ce qu'on va passer à nouveau de la collection involontaire, celle où l'on garde les tableaux, à la collection engagée et même muséale. Et ça, on peut le dater de la fin de la deuxième moitié du XIXe siècle, entre Abdulaziz et Abdulhamid II.
Abdulaziz, après son retour en voyage en Europe, invite expressément des artistes occidentaux pour établir une collection impériale de peinture. Abdulhamid II, par la suite, poursuit la collection avec de nouvelles commandes. C'est comme ça qu'on a justement Fausto qui va venir dans l'Empire. Hein, c'est au service il va travailler au service d'Abdulhamid II. Et ce qu'il ajoute, c'est qu'il crée un musée au sein du palais de Yıldız qui est destiné à avoir une exposition officielle, dont je vous montre une représentation anonyme, mais qui permet de voir un petit peu ce que ça donnait. On a bien cette volonté d'afficher les sultans, d'afficher les portraits des sultans, et c'est un musée, donc c'est destiné à être visité. Alors, Yıldız est souvent décrit comme une forteresse assez peu accessible, donc on se pose la question du public destinataire de cette exposition muséale. Il n'empêche que c'est bien destiné à être vu. Ce n'est pas pour les simples yeux du sultan. On sort un petit peu de la collection privée pour être dans une collection qui devient semi-publique. Donc si je résume un petit peu pour ces histoires de portraits, le camp, on l'a vu dans ces grandes étapes, hein, on a Mehmed II qui fait la commande de son portrait, mais son portrait n'est pas conservé, il est même détruit. Ensuite, on a Mourad III qui commence réellement la tradition pour les sultans de se faire portraiturer, mais les supports ne sont pas encore dédiés à une iconographie d'exposition, puisque c'est à l'intérieur des manuscrits. Et puis au XVIIIe siècle, on a cette rupture avec une longue transition vers le modèle de portraiture pour la mise en exposition, qui culmine notamment avec Sélim III. Le comment, on l'a vu aussi très largement, ce sont des commandes impériales, des achats de produits extérieurs, etc. Ce qui veut dire que le sultan est à nouveau vraiment la pièce maîtresse dans la production de cette collection, non pas par défaut, mais bien par choix. C'est une politique engagée. Reste la question du pourquoi. L'image souveraine est un symbole, c'est un discours iconographique, un discours qu'il faut contrôler, mais qu'il faut aussi diffuser. L'objectif est bien de diffuser l'image impériale. C'était le cas déjà dans les miniatures, puisque les miniatures ont des copies, sont éventuellement reproduites. C'est le cas aussi, encore plus, dans les tableaux. Et en fait, en parallèle de ces grands tableaux, en même temps qu'on produit et que les sultans commandent de plus en plus de tableaux, ils vont aussi commander des gravures qu'ils vont diffuser, notamment en Europe, qu'ils vont diffuser auprès des grands pachas, auprès des membres de leur administration, et qui vont commencer à être affichés un petit peu partout dans les bâtiments officiels, comme aujourd'hui on a partout le portrait d'Atatürk dans tous les bâtiments officiels de Turquie. Je crois qu'on a la même chose avec le président de la République en France dans les bâtiments officiels, me semble-t-il, mais le parallèle avec Atatürk m'est venu plus naturellement. L'idée est vraiment très explicitement mise en place par Mehmed II, quand il commande en parallèle un tableau et une miniature. Son objectif est bien de s'adresser à tout le monde et dans les langues de tout le monde. Et par là, je n'entends pas la langue au sens de langage, enfin comment dire ça, des mots, j'entends bien de langage social, artistique, etc. Il s'agit de toucher tout le monde et il s'agit d'être connu, que l'image des sultans soit connue du maximum. On ne va pas dire tout le monde, mais du maximum. Pourquoi ? Parce que celui dont l'image et le nom sont connus de tous ou de la majorité, c'est le chef. Et le modèle suprême de ça, dans cette logique, c'est Jésus. Celui dont on connaît l'image de tout le monde, c'est Jésus. Donc il y a une logique très chrétienne, peut-être là-dedans, qui est complètement opposée, et on comprend que cette tradition est en partie une tradition occidentale, justement dans cette idée de représenter le chef. Et c'est là où on a quelque chose de très différent avec la tradition timouride ou turco-persane, on va dire. Les turco-persans, dans la tradition des miniatures, représentent les souverains. Ils représentent beaucoup les souverains, mais ils les représentent en acte. Ils les représentent en train de faire un événement, qu'il soit mythique ou qu'il soit réel. C'est une représentation qui est complètement différente. Le sultan n'est pas le cœur de cette représentation, c'est l'événement dans son ensemble. Alors que le tableau, dans la tradition occidentale, c'est une image reconstituée.
il n'y a pas d'événement explicite, voire le tableau va résumer plusieurs événements marqueurs du règne de la personne. Que ce soit le sabre pour exprimer, pour Mahmoud II par exemple, je ne sais plus si je vous l'avais mis, j'avais mis un tableau de Mahmoud, bah voilà. Pour Mahmoud II par exemple, ce tableau-là est tout à fait représentatif. Vous avez ce qu'il tient à la main, c'est le Hati Sherif de Gülhane. C'est son œuvre d'accomplissement centrale dans le lancement des réformes. Ce doigt, c'est pour indiquer, c'est l'acte de souverain. Et puis, vous avez les livres qui sont derrière pour dire que c'est un souverain cultivé. Et derrière, le panorama sur Istanbul, etc. etc. Les tableaux résument des éléments qui, spatialement, des fois, n'ont aucune cohérence, qui, chronologiquement, n'ont aucune cohérence, parce que le tableau est un symbole. Il est le symbole, justement, du souverain, de son pouvoir et de ce qu'il a fait. Donc c'est bien la personne qui prend le pas. Donc on est dans une tradition qui exprime des choses complètement différentes. Et surtout, la grosse différence, c'est que les tableaux occidentaux sont destinés à être exposés, affichés, à circuler et à faire circuler l'image du souverain. Le beau n'en demeure pas moins au cœur de la démarche. Il faut que la représentation iconographique soit belle, ou qu'elle soit esthétique, en tout cas dans les canons de l'époque, pour contribuer à marquer l'acte d'expression du pouvoir. C'est-à-dire qu'on utilise le beau, non pas pour la beauté elle-même, mais pour dire la puissance. D'où l'usage de peintres de renom. Vous allez chercher celui qui est le plus reconnu pour exprimer au maximum votre puissance. Mais on ne connecte pas ces tableaux de portraits parce qu'ils sont beaux. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai, mais bien parce qu'ils participent à la création d'une mémoire dynastique. Le fait qu'ils soient beaux est à l'origine de leur création, c'est à l'origine de la commande, mais ce n'est pas le moteur de leur collection. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, la dynastie ottomane, et donc très tôt, s'auto-constitue en patrimoine. Elle se pense comme étant un patrimoine. Le patrimoine de qui? Ça, pour le moment, je ne saurais pas trop vous dire. Mais elle est elle-même un patrimoine à transmettre. Et il est très intéressant de souligner que pour les souverains, cette auto-patrimonialisation est d'abord destinée à des cercles restreints. Le premier à ériger ce patrimoine privé en patrimoine public, c'est Atatürk. Ça invite à revoir la théorie selon laquelle Atatürk aurait cherché systématiquement à éradiquer et à dévaloriser toute trace du passé ottoman. Et je vous donne une toute petite anecdote parce que je la trouve très représentative de cette idée où il a une position plus complexe quand même à l'égard de ce passé ottoman, en tout cas à l'égard de la dynastie ottomane, quand en 1929, justement, il visite Topkapı, aux côtés d'une série de personnes qui l'entourent, notamment son aide de camp en chef, Rasul Hibbe, qui déclare à ce moment-là, en voyant les portraits, « Général, il y a tant de portraits ici, et pourtant pas un seul des visages n'ont une expression personnelle. » Atatürk s'emporte, s'énerve et répond « Mais bien sûr qu'ils en ont, bien sûr qu'ils en ont !» Et d'après Tahsin Öz, qui est le directeur du musée de Topkapı, qui rapporte cette anecdote dans ses mémoires, c'est à la suite de cet incident qu'il aurait demandé à Tahsin, justement, de poursuivre ses recherches sur les tableaux, de compléter la collection et de se dépêcher de l'ouvrir au public. Ça a pris une dizaine d'années, c'était pas si pressé que ça apparemment, il n'empêche que ça a été fait, et c'est bien Atatürk qui l'a demandé, et j'insiste sur l'idée de se dépêcher. Donc, tout de suite, il y a bien cette idée qu'il faut il faut faire de ces portraits ottomans un patrimoine accessible aux Turcs. Les portraits des sultans sont donc, dans ce processus-là, sortis des livres pour être affichés sur les murs. Et donc, moi, je vais vous proposer de revenir aux livres, justement, qui, aux côtés de l'architecture monumentale, constituent l'une des premières concentrations patrimoniales ottomanes. C'est l'un des premiers lieux, là que je prends au sens foucadien du terme, d'expression du collectionnisme ottoman. Il ne s'agit plus cette fois d'un phénomène mineur, comme dans le cas des portraits, ou d'un phénomène limité au sultan, comme dans le cas des armes. Il s'agit d'un phénomène massif, diffus, au sein d'une vaste élite ottomane,
aux bases assez larges. Donc il ne faut même pas imaginer le sommet, cette petite élite des grands pachas de la capitale, on les retrouve y compris dans les grandes villes, l'élite intermédiaire, on va dire, de l'Empire. Comment se constituent ces collections de manuscrits ? Il me semble qu'il faut procéder à une distinction entre le fait de posséder et le fait de collecter les ouvrages. C'est-à-dire le moment où la collection prend le sens à la fois de collecter, celui qu'on connaît, mais aussi celui de préserver et de transmettre les biens réunis. Du côté de la possession, les Ottomans sont friands d'ouvrages manuscrits, et notamment de beaux livres. On le sait très bien, c'est très bien documenté. On le sait par plein des éléments. On a les artisans, les artistes qui sont installés à Topkapı et dont la tâche est de produire justement des beaux manuscrits, et ils en produisent une quantité assez impressionnante. Dès Mehmed II, c'est l'office de Nakash qui va s'étoffer avec le temps. Et c'est une pratique, par ailleurs, qui est copiée par les grands dignitaires. Donc, ce n'est pas que les sultans qui commandent des ouvrages, les grands dignitaires se mettent à commander aussi auprès d'autres copistes, auprès de calligraphes, auprès de tous ceux qui sont capables de faire des livres aussi. Le manuscrit, le livre, est un objet de don qui est très courant et très prisé. J'avais évoqué ces personnels militaires qui offraient des armes au sultan. Eh bien, de l'autre côté, du côté de l'Ilmiye, du côté de tous ceux qui sont les dignitaires, l'élite lettrée, l'objet numéro 1 des dons, ce sont des livres. Ils offrent des dons lors des cérémonies, mais ils offrent aussi des dons privés. Ils ont l'habitude d'offrir des ouvrages qu'ils ont copiés, ou qu'ils ont traduits, ou qu'ils ont produits eux-mêmes, leurs propres commentaires, en espérant en recevoir des gratifications et de la reconnaissance. Ils font ça auprès du sultan, qui est censé être celui qui va le mieux gratifier, mais ils font ça aussi auprès de tous les membres de l'élite qui ont la capacité de pouvoir offrir une gratification en récompense. La possession de livres est un marqueur de statut social, de sorte que les collections ne sont pas le seul effet du prince. Par ailleurs, le livre est aussi l'objet systématique de rafles de la part des Ottomans, chaque fois qu'ils font des conquêtes dans l'espace islamique. C'est moins évident dans l'espace balkanique, par exemple. En Iran, lors des campagnes de Tabriz, de la prise de Tabriz, les Ottomans récupèrent l'essentiel des livres et des collections qu'ils trouvent sur place. Quand ils vont en Égypte, ils font pareil. Quand ils vont à Bagdad, ils font pareil. Par ailleurs, le livre est un objet d'héritage au sein des grandes familles, dans une logique d'accumulation, puis de conservation, qui va donner justement les premières collections. Maintenant, si on pose la question du côté des collections, ce qui est plus important, c'est la constitution de bibliothèques, qui s'appellent tantôt Kütüphane, tantôt Hazine Kütüp. Ce sont des bâtiments qui sont construits spécialement pour la conservation des livres, qui sont organisés pour la mise à disposition des livres au public. Ces bâtiments, ces bibliothèques sont pour les toutes premières privées, ou en tout cas semi-privées. Elles sont à destination de groupes spécifiques qui en ont accès. Ce sont des bibliothèques, on va dire, institutionnelles. Et puis elles vont devenir publiques, c'est-à-dire qu'elles vont devenir accessibles par tous. Je ne veux pas dire que tout le monde y accède, mais officiellement elles sont accessibles par tous. Ce sont alors des bâtiments qui sont sortis des espaces officiels institutionnels et qui sont dotés du statut de Vakf, donc de legs pieux. Dans le statut de Vakf, il y a une idée de pérennité, d'éternité, de conservation et de sortir du circuit commercial, du circuit de marchandage. Donc il y a l'idée de transmettre éternellement. Or, non seulement les bibliothèques, donc le bâtiment est Vakf, mais chacun des livres qui sont mis dans ces bibliothèques sont eux-mêmes Vakf. Donc l'objet lui-même est mis sous un statut qui est censé le préserver, j'allais dire ad vitam aeternam, mais c'est une expression relativement étrange pour un livre. Si on pose la question du quand maintenant, la toute première bibliothèque qu'on connaît, c'est à Topkapı, on revient à Topkapı, avec Mehmed II. Mais c'est une bibliothèque, en tout cas une collection qui est privée et qui est assez mal organisée.
et surtout qui ne semble pas disposer du statut de Waqf, justement. On a bien une idée de perpétuation, mais qui est liée à la personne du souverain. C'est parce que la dynastie est là, que le souverain est là, et que le palais dépend, est intimement lié au souverain, que la collection est supposée avoir une certaine perpétuité. En revanche, dans le courant du XVIe, XVIIe siècle, on voit se multiplier, et ce n'est pas le fait des princes, mais des grands pachas et de quelques grands oulémas, des collections institutionnelles. Celles dont je vous parlais, donc des collections qui sont liées, des bibliothèques, pardon, pas juste les collections et leurs bibliothèques, qui sont liées à des médressés, donc à des écoles, à des tékés, donc les couvents, ou alors à des mosquées. Il y a une ouverture au public qui est proposée, mais avec des restrictions, puisque tout le monde ne va pas dans les médressés et qu'il faut savoir qu'il y a une bibliothèque dans cette médressée pour savoir qu'on peut éventuellement y aller. C'est néanmoins une version intermédiaire entre la bibliothèque privée et la bibliothèque publique. L'idée de collection patrimoine, au sens vraiment patrimonial, dans cette notion de perpétuité, vient et est assurée par ce statut Waqf qui est donné aux livres et aux bâtiments. Au XVIIIe siècle, et on revient au XVIIIe siècle, et on revient à Ahmed III, qu'on a déjà vu plusieurs fois, on voit la création de bibliothèques autonomes. C'est-à-dire de bibliothèques qui ne sont plus attachées à une médressée, qui est un lieu d'éducation, qui ne sont plus attachées à un couvent, qui est un lieu d'éducation religieuse et spirituelle, qui ne sont plus attachées aux mosquées, qui sont aussi des lieux d'expression religieuse. Ce sont des bibliothèques par elles-mêmes, pour elles-mêmes. Elles sont complètement autonomes et elles sont vraiment destinées à permettre l'accès à tout le monde au savoir. Et c'est un phénomène, c'est ça qui est le plus impressionnant et le plus important à retenir, c'est un phénomène qui est extrêmement diffus. On en a des exemples à Istanbul, on en a des exemples aussi au Caire, on en a à Bagdad, on en a à Alep, on en a absolument partout dans les grandes capitales urbaines de l'Empire. C'est effectivement un mouvement largement urbain, on a ses limites, mais il n'empêche que ce n'est pas du tout quelque chose de limité à une toute petite élite. Donc ceux qui sont impliqués, c'est les sultans, les grands dignitaires, les personnes de l'élite, mais l'élite qui englobe des maillons relativement moyens de cette élite, des femmes de l'élite aussi. Bref, c'est vraiment un phénomène très diffus qui explique en partie la grande richesse manuscrite encore existante aujourd'hui dans l'ensemble du Moyen-Orient. Reste la question, pourquoi établir des collections de productions manuscrites ? La beauté est au cœur de l'acte de collectionnisme des productions manuscrites. Alors, je vous ai montré des exemples parmi les plus accomplis. Tous les livres ne sont évidemment pas aussi beaux. Toutes les représentations, toutes les iconographies, toutes les miniatures ne sont pas aussi accomplies que celles que je vous montre. Mais on parle du beau, autant montrer des beaux exemples. La question est, de quelle beauté s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette beauté qui fait qu'on veut le conserver ? Et c'est une beauté assez complexe. Et là, je tiens à remercier Teimour Morel qui est parmi nous, parce que toutes les réflexions que j'ai développées ici, c'est beaucoup en échange avec lui et avec tous nos petits groupes de réflexion. Donc je vous donne un peu des résultats un peu tout chauds. C'est une beauté, la beauté du contenant, la beauté du livre, donc la production du livre. Le livre va chercher à être beau presque par lui-même. La beauté artistique. C'est la beauté du contenu. Donc la parole de Dieu, mais pas que la parole de Dieu, la parole des philosophes, la parole des historiens, la parole de tous ceux qui parlent et qui écrivent, et qui ont quelque chose qui est reconnu comme étant beau, justement, par ce qui en est dit. Et idéalement, c'est l'association des deux. Néanmoins, rares sont ceux qui sont reconnus dans leurs paroles, dans leurs propos, comme ayant quelque chose de beau à dire. Les élus sont rares, donc, ce qui explique probablement le caractère très redondant du contenu de ces bibliothèques. On est face à un effet de constitution de grands classiques. C'est-à-dire que quand on regarde et qu'on voit cette richesse de livres, on se dit « c'est génial, on va voir plein de choses de littérature » et en fait, on retombe beaucoup sur les mêmes ouvrages, les mêmes contenus, les mêmes commentaires,
les mêmes livres, évidemment, le Coran, le Coran, le Coran, le Coran, le Coran. Ça n'a rien d'exceptionnel, c'est exactement ce qui se passe en Europe au même moment. Hein. Le livre le plus imprimé à l'époque moderne en Europe, c'est la Bible. Le livre le plus possédé, c'est la Bible. Le livre le plus lu, on n'en sait rien. À cela, il faut ajouter que ce qui est beau, et ça c'est une pensée très propre au monde ottoman, en tout cas, je pense que c'est valable plus généralement au monde arabo-musulman, mais là je me risquerai pas à aller sur le terrain des autres. En tout cas, pour les Ottomans, ce qui est beau, c'est ce qui existe déjà. On est dans une conception cyclique du savoir, de la transmission et de la production artistique. Et je crois que c'est un point qui est absolument central pour comprendre le rapport à cette production manuscrite et à cette conservation manuscrite. Donc, en guise de conclusion, je vais rester sur ces belles images, je ne vais pas vous montrer parce qu'elle n'a rien d'intéressant, celle-là, cette diapo, donc je préfère vous laisser ces belles images. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on a qui émerge? On a le rôle moteur du sultan et de la dynastie, évidemment, mais plus généralement de la haute élite militaro-administrative, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont les opportunités, surtout parce qu'ils ont les motivations pour collecter dans l'idée de transmettre. C'est quelque chose qui n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est peut-être ça le plus important, c'est-à-dire qu'on est sur les mêmes développements que ce qui se passe en Europe, à peu près au même moment. Les Ottomans n'ont pas de retard dans la pensée du collectionnisme, simplement ils ne collectionnent pas nécessairement les mêmes choses, ni pour les mêmes raisons, ce qui est tout à fait compréhensible. J'avoue que je me suis posé la question, parce qu'on compare à chaque fois avec l'Europe, je me suis demandé, et en Chine, et au Japon, et en Russie, est-ce qu'on a les mêmes phénomènes? Est-ce qu'on collecte pour les mêmes raisons? Peut-être faudrait-il arrêter de regarder systématiquement ce qui se passe en Europe et voir un petit peu plus loin. Pour la temporalité, on a un tournant très fort qui se distingue, et c'est ça peut-être le plus intéressant de ce que je vous ai montré, c'est qu'on a des collections très diverses par le sujet, par le contenu, etc. Mais la temporalité revient systématiquement un petit peu la même. C'est le tournant entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un siècle, voire un siècle et demi avant ce qui est généralement considéré comme étant le tournant collectionniste et de pensée patrimoniale de l'Empire ottoman, où on le place au milieu du XIXe siècle, dans le lien direct avec l'introduction de la modernité occidentale. Eh bien, je contredis très fermement cette hypothèse. Je pense qu'il faut ramener cette temporalité beaucoup plus tôt et voir les prémices, la constitution d'un esprit patrimonial ottoman. Et je ne veux pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'esprit patrimonial, mais dans la logique ottomane, elle commence à se structurer entre le milieu du XVIIe et le milieu du XVIIIe siècle. Précisément, et c'est un petit clin d'œil à toutes les thèses déclinistes, précisément dans la période où on estime que l'Empire ottoman est en déclin. Peut-être est-il temps de réviser cette idée de déclin de l'Empire ottoman. Quant au rapport aux objets qui sont collectionnés, on dépasse très largement le simple rapport à la valeur matérielle des objets. Non, les Ottomans ne regardent pas les pièces d'or uniquement parce qu'il y a de l'or dedans. Et ils ne regardent pas les sabres uniquement parce qu'il y a des pierres précieuses dedans. Ils y accordent un autre intérêt, ils y accordent autre chose, une valeur en plus. Ils conservent par ailleurs des objets qui n'ont aucune valeur en termes de valeur matérielle, mais qui sont inscrits dans un rapport spécifique au passé, qui fait sens pour eux. Ils conservent des livres pour leur contenu intellectuel, alors qu'ils n'ont aucune beauté artistique, aussi dans un rapport au passé, dans un rapport à l'accomplissement intellectuel. Et évidemment, ils ont des objets d'une extrême beauté, où la beauté extérieure est le moyen d'accompagner la beauté intérieure, le message ou la mémoire. Donc les Ottomans ne conservent et ne collectent pas uniquement parce que c'est beau ou ce qui est beau, et c'est très heureux que ce soit ainsi, c'est le signe d'une société épanouie et complexe qui conçoit sa richesse en de multiples déclinaisons, dont l'expression artistique n'est qu'un des éléments. Voilà, je vous remercie. C'était un peu long. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, Topkapi, non. Alors, il y a toujours des parties de Topkapi qui sont fermées, de façon tournante, c'est vrai, pour des raisons de restauration. C'est un palais qui, pendant longtemps, a été un petit peu mis de côté. Il faudrait vérifier si c'est tout le temps en partie la responsabilité de l'État, en partie la responsabilité aussi des conservateurs qui ont leur propre rapport au passé et au musée. Mais le fait est que pendant assez longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de travaux de restauration. Et par ailleurs, c'est un palais très grand, donc les restaurations sont sans fin. C'est un peu comme pour Versailles. Vous n'en avez pas fini une, qu'il y en a une autre qui commence. Ces derniers temps, les travaux de restauration se sont amplifiés. Notamment, alors je ne sais pas s'ils ont fini, je ne crois pas. La dernière fois que j'ai visité, ce n'était pas encore fini. Ils se sont mis à restaurer tout le harem. Je pense qu'ils l'avaient laissé de côté parce que c'est un endroit que beaucoup de personnes visitent et qu'ils ont probablement, ils sont allés à un reculons parce que si vous enlevez la visite du harem, vous enlevez la visite de pas mal de choses de Topkapi quand même. Mais ils s'y sont mis par petits bouts et ils ont ouvert de nombreux espaces qui sont très intéressants. Donc si vous avez l'occasion d'y retourner, je vous conseille d'y aller. Ils ont réaménagé tout l'espace des cuisines impériales où justement ils mettent en scène des objets culinaires. Donc ça permet de voir un petit peu la vie quotidienne de Topkapi. Il y a aussi des objets la vie culinaire des Ottomans, donc on a la vaisselle des Ottomans qui, pour le coup, c'est la vie quotidienne, mais quand même de l'élite. On a aussi les grandes casseroles et les grandes louches des janissaires, des pages, etc. Donc ça donne une idée un petit peu du palais qui n'est plus uniquement orienté autour des éléments qu'on a vus traditionnellement. Ils ont réaménagé aussi récemment tout l'espace des dortoirs des Zulfikar, qui permet justement d'avoir une idée de comment tous les serviteurs, tous les domestiques du palais impérial vivaient et où est-ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient un petit peu. Donc il y a vraiment un travail assez intense de restauration de Topkapi, avec l'idée de le faire vraiment dans les normes actuelles. C'est pas mal, hein. On a probablement des choses à critiquer, on pourrait toujours avoir des choses à critiquer, mais je le revisite régulièrement et régulièrement je peux redécouvrir des nouvelles choses. Donc c'est intéressant. Merci Juliette pour la conférence très intéressante comme d'habitude. Une petite question par rapport à la notion de préciosité aussi, peut-être, qui est intéressante, qui est universelle. Et comment est-ce que tu l'interpréterais, comment tu l'intégrerais dans ton raisonnement par rapport justement à la thésaurisation des objets de valeur beaux, pas forcément beaux, mais importants qu'on conserve dans les grandes collections? Ça fait partie des discussions qu'on a justement sur le rapport à la richesse, etc. Je n'ai pas encore vraiment d'éléments très concrets. Pour le moment, j'aurais tendance à dire que la richesse n'est pas l'élément central. Quand on voit les possessions dans le trésor, ça circule, les objets de grande richesse circulent. Ils sont réattribués entre les membres de la dynastie et on parle de bijoux, par exemple, d'extrême qualité qui sont donnés à l'un, qui sont donnés à l'autre, qui reviennent par le biais des héritages, qui reviennent dans le trésor impérial et puis qui sont redistribués, etc. Donc, il y a un rapport à cette richesse, évidemment, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'élément central. Ou alors plutôt, il faudrait se poser la question il faudrait vraiment chercher à définir qu'est-ce qui est la richesse et qu'est-ce qui a de la valeur. Parce que finalement, c'est quand même une dynastie qui a été particulièrement riche. Le rapport à la richesse, ils sont entourés d'or et de pierres précieuses et de choses des plus grandes qualités. Donc je ne suis pas sûre que la question se pose en termes de richesse justement matérielle. En revanche, je pense qu'il faut vraiment essayer d'associer cette question-là à d'autres caractéristiques. Qu'est-ce qui est une richesse vraiment au-dessus juste de la richesse monétaire, en fait. C'est pas très clair ce que je raconte, mais... Alors, parce qu'il y a des objets aussi qui sont vraiment sans prix, sans valeur. Des choses qu'on conserve aussi parce qu'elles sont sans valeur. Je pense par exemple, il y a certains sabres, certaines armes qui sont effectivement des
des symboles très forts de pouvoir, qui peuvent être absolument superbes, mais qui en plus ont par exemple des vertus magiques rarissimes, qu'on peut vouloir conserver justement à ce titre principalement. Des talismans par exemple, choses comme ça. Il y a des objets mémoriels aussi qui sont, du coup, la notion de préciosité peut recouvrir peut-être plus que simplement le côté pécuniaire d'un prix. Ben, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'on commence à peine en fait à aborder cette question-là pour l'ensemble. Et on a de la documentation, mais encore un peu à se dire, mais comment on va traiter cette documentation, par quel bout on va le prendre. Ouais. Tout le rapport talismanique, effectivement, est central. Et on a des volontés alors, là, on va sortir des sultans et tout ça, etc. Mais dans les milieux soufis, par exemple, il y a des circulations où on va essayer de collecter et d'associer les différents objets talismaniques. Quitte à en faire sur un même feuille, avoir des bouts de signatures de saints qui sont réputés pour avoir une certaine barakate, etc. Et on les associe les uns aux autres, ce qui en soi peut paraître étrange, mais en fait, avec cette idée d'accumulation de cette espèce de protection. Donc je suis tout à fait d'accord, il faut absolument se poser la question de qu'est-ce qui est précieux finalement, comment les Ottomans définissent la préciosité et évidemment le rapport aux religieux et aux spirituels est central. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre de côté non plus ce rapport, pour la dynastie ottomane, mais pour les autres grandes familles, ce rapport au mémoriel. C'est-à-dire que c'est aussi la dynastie ottomane se pose la question de où elle se positionne dans le monde, de son rôle par rapport au continuum islamique, et elle se pose la question assez tôt, dès le XVIe siècle, elle prend position par rapport à ça. Donc la question du mémoriel, que ce soit les familles par rapport à elles-mêmes ou par rapport au reste, et là c'est les bâtiments, les Wakf qui permettent de faire ça, mais aussi par rapport à ce qui a de la valeur dans un ensemble, enfin dans une logique historique, on va dire, je pense que c'est aussi important. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce qui est précieux, enfin qu'est-ce qui est digne d'être conservé en fait, et pourquoi. Et sortir, effectivement, les objets sont une voie d'accès parce qu'ils sont là matériellement, mais il y a tout le reste. Mais il y a des objets qu'on conserve, au contraire, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Là, je vais rementionner Hedar el-Nankil, mais quand elle travaille justement sur les trésors, sur les khazanahs impériales des sultans, et elle a une collection d'objets qui sont des objets exotiques. Alors pour nous, on imagine la collection exotique, c'est juste le moment où ça paraît, où on garde ces objets-là parce que justement c'est un peu fascinant, parce que c'est exotique. Et ben pour eux, c'est l'inverse. C'est exotique, ils ne savent pas quoi en faire. Donc ils les gardent, mais parce qu'ils n'en ont pas d'usage. Alors que ceux qui je pense qu'il faut lier la question au rapport à l'usage aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on lui attribue une valeur d'usage, ou est-ce que cette valeur d'usage est primordiale, ou est-ce qu'on va la sortir justement de l'idée d'usage et là en faire justement un bien d'héritage qui doit être conservé, transmis, donc un patrimoine en fait. Le rapport à l'utilisation est assez central. Ou la non-utilisation. Bonjour, moi j'avais deux questions. Donc à la fin, vous avez parlé de la remise vous semblez remettre en question les thèses déclinistes de l'Empire ottoman. Est-ce que vous pouvez en dire plus là-dessus? Et deuxièmement, je voulais savoir est-ce que vous pouvez dire un mot sur le rapport de la population turque justement à tout ce patrimoine? Est-ce que ce musée est très visité, ce musée dont vous avez parlé est très visité par les Turcs, eux, elles-mêmes, voilà. Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Le rapport des Turcs au patrimoine, on va dire au patrimoine ottoman de façon générale, est en train de se recompositionner totalement. Depuis les années 80-90, il y a eu tout un phénomène qui a été très bien étudié d'ailleurs, par un collègue dont le nom m'échappe aujourd'hui parce que je n'ai pas une bonne mémoire des noms, mais qui justement a mis en avant cette notion de synthèse turco-islamique.
Donc qui permet justement de se réapproprier, pour la société turque, de se réapproprier le passé musulman et donc le passé ottoman dans le continuum du récit nationaliste turc, qui a été pendant longtemps, Atatürk a mis de côté le passé ottoman pour privilégier le turquisme et donc tout ce qui est anti-islamique. Donc là, cette synthèse-là a permis de revaloriser le passé islamique et tout particulièrement, du coup, le passé ottoman, qui est quand même le moment phare pour les Turcs de ce passé islamique. Et donc, bon, ça, c'est les années, fin des années 80, début des années 90. On est 30 ans après. C'est une génération entière qui, à force de s'être reformulée et repositionnée par rapport à ça, redécouvre avec beaucoup d'engouement le passé ottoman. C'est évidemment sponsorisé, on va dire, par l'État turc actuel. Je pense que l'État turc n'est pas le seul en cause. C'est-à-dire que l'État turc va sur le gouvernement turc actuel, on va dire l'État, le gouvernement turc actuel a une politique consciente à l'égard de ça, politique engagée, qu'on connaît assez bien, mais il va dans le sens de l'eau, en fait. Il ne va pas en contradiction avec la société ottomane, et c'est assez surprenant de voir à quel point, y compris dans les milieux kémalistes, ataturkistes, il y a aussi des prémices de se réapproprier ce passé ottoman aussi, de le rejuger autrement. Donc cette rupture est en train de, cette espèce de frontière qu'on avait est en train de disparaître, ce qui fait que l'affluence dans les musées du passé ottoman en Turquie est assez importante. Vraiment, même elle est top qu'à peu et de plus en plus visité par les étudiants qui vont à l'école, etc., etc. Il y a une prise de conscience du patrimoine ottoman turc. Je ne sais pas comment il faut le dire, du patrimoine ottoman par la nation turque en tant que patrimoine national. Voilà. Mais ce n'est pas que les Turcs. Les musées ottomans, tous les musées ottomans et le patrimoine ottoman à la cote chez plein d'autres personnes. Les touristes d'origine arabe visitent aussi volontiers le patrimoine ottoman. C'est un peu l'effet des séries turques sur Soliman le Magnifique, etc. Oui, mais c'est mine de rien, ça a fonctionné. Et puis, mais même du côté occidental, où le patrimoine était principalement gréco-romain, et puis les plages, etc., etc., c'est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus il y a la densification de l'offre muséologique et culturelle et patrimoniale qui a été mise en place depuis une vingtaine d'années fait que, mine de rien, et la communication qui a été faite autour fait qu'il y a beaucoup plus d'engouement de façon générale, mais y compris donc, dans la société turque. Plus que les musées, je dirais, c'est surtout toute la production culturelle ou pseudo-culturelle qui est faite autour. Il y a un engouement pour les documentaires, pour les séries pseudo-scientifiques, etc., etc. Toutes les voies alternatives où va se discuter le passé ottoman sont extrêmement sollicitées et fonctionnent très très bien. L'acte d'aller dans un musée, c'est pas forcément la même chose. Pour la question du déclin, c'est mon cheval de bataille. C'est un de mes chevaux de bataille avec le fait de remettre en cause le sultanat des femmes et toutes les logiques par lesquelles on assimile le rapport des femmes au pouvoir. D'ailleurs, ça va ensemble, ça va de pair. Je pense que ça fait un petit moment qu'on a un peu remis cette notion de déclin, qu'on a un petit peu discuté. On a du mal en fait à s'en débarrasser. Pour une raison, c'est qu'on lit l'histoire ottomane très largement à travers l'histoire militaire. Et si vous regardez l'histoire militaire, bah oui, c'est très simple. Il y a l'expansion, il y a l'expansion, il y a l'expansion, puis l'expansion s'arrête, et puis après, on commence à perdre. Donc le déclin, il paraît évident. Sauf que c'est une clé de lecture qui est très datée, qui n'a plus énormément d'intérêt aujourd'hui, historiographiquement parlant, qu'on n'utilise plus d'ailleurs dans la plupart des histoires de France ou d'Europe ou des États-Unis. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas réinsufflé d'autres modes de lecture. Si on regarde du côté artistique ou du côté social, le XVIIe et le XVIIIe siècle ottoman sont absolument fascinants. C'est un siècle de foisonnement, de productions artistiques les plus abouties. Ça serait plutôt un âge d'or, artistiquement et intellectuellement.
La production intellectuelle aussi, hein, Timur pourrait en dire beaucoup plus que moi, elle est énorme. Et elle commence à s'autonomiser parce que c'est le moment où les Ottomans sont pris entre deux modèles depuis le début, entre le modèle occidental d'un côté et le modèle turco-persan de l'autre. Le modèle mamelouk, en fait, il va être réintégré quand ils font la conquête de l'Égypte parce que y a tout ce passé et cet héritage islamique. Mais du coup, il faut le temps d'assimiler tout ça et d'en faire une synthèse. Cette synthèse-là, elle se met en place dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. Donc en fait, c'est logique que ce XVIIe, XVIIIe siècle soit aussi foisonnant, malgré et par-delà les difficultés politiques ou économiques que peut vivre l'Empire ottoman. Le deuxième frein et la deuxième logique pour laquelle on a toujours cette thèse décliniste aussi forte, c'est parce qu'il y a une très forte domination de lecture ottomane sur le XIXe siècle, et le XIXe siècle qui est lu comme le siècle des réformes d'après les modernités occidentales. Ça a été extrêmement remis en cause. Hein. L'essentiel de l'historiographie des 20 dernières années sur le XIXe siècle, c'est justement pour arrêter de lire ces réformes comme étant une introduction et un système de copie depuis l'Occident, et une copie qui serait toujours un peu mauvaise. Maintenant, c'est une modernité proprement ottomane, avec des usages de modèles occidentaux, mais qui sont complètement ottomanisés. Donc là, l'historiographie a évolué. Mais même si elle évolue, nécessairement en se concentrant sur la période des réformes et du renouveau, s'il y a renouveau, c'est qu'avant, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on contribue à maintenir et à figer cette idée que finalement, le XVIIe, XVIIIe siècle, ça ne marche pas bien. Là, je pense qu'il faut... ce qui nous manque, c'est une grande synthèse de l'Empire ottoman qui fasse le point et qui, historiographiquement, les grandes synthèses qu'on a aujourd'hui, c'est toujours l'Empire ottoman de Mantran, que je fais lire à mes étudiants, et qui est très bien sur certains points, mais qui était très bien quand il est sorti. C'est les années 80. Depuis, il y a eu 30 ans de travaux et sur des sujets où on a beaucoup évolué. Avis aux amateurs, ceux qui ont envie de se lancer dans le projet d'écriture. Autre petite question, est-ce qu'il existe, ou plutôt quels sont, à ta connaissance, les plus anciens catalogues justement des armes, armures, objets précieux qui se trouvent dans le palais? Eh ben, celui qu'on connaît, c'est celui qui a été commandité par Abdulaziz, donc qui a été fait par Fethi Ahmed Pacha, dont je vous en ai pas parlé parce que je n'avais pas commencé à faire le détail de tout le monde, mais c'est celui qui a justement réorganisé et fait la liste des biens qui sont à Sainte-Irène. J'ai essayé de consulter celui qui a été fait ensuite, parce qu'il y a eu plusieurs catalogues qui ont été faits par des archéologues, notamment français. C'est déprimant parce qu'ils nous expliquent qu'il y a tout ça à Sainte-Irène, mais qu'ils ne vont parler que des vestiges antiques parce que le reste n'a aucun intérêt. Donc on n'a absolument même pas le moindre début de description. Je l'ai lu dans le détail. On n'a même pas Voya et tout ça, mais on s'en fiche. Ce qui fait que... Et ce catalogue par Fethi Ahmed Pacha, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Je pense qu'il est aux archives, mais je n'y ai pas encore eu accès. Ceci étant, il semblerait qu'il y a eu des inventaires plus anciens. Et là, c'est la prochaine étape, effectivement. Je vais continuer. Alors que j'aime pas les armes, hein. Je suis pas fan de la guerre, mais je suis pas forcément fan des armes. Mais finalement, cette historique du musée de Sainte-Irène, avant le moment de musée, cette collection, je pense que c'est un point qu'il faut continuer à travailler parce que ça permet de révéler des choses, en fait. Ahmed III, apparemment, a organisé. Ahmed III est vraiment central. Hein. On le revoit systématiquement, les livres, la bibliothèque d'Ahmed III, évidemment. C'est vraiment insultant qui a commandité des portraits, etc., etc. Il revient, le règne d'Ahmed III revient systématiquement. Donc je pense il faut travailler sur cette période-là. Donc on est au tout début du XVIIIe siècle, hein, donc très en amont du début de l'introduction des modernités occidentales. Il y a quand même le rapport à l'Occident. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier, il y a quand même le rapport à l'Occident. C'est quand même le moment de l'ambassade de Ilimi Sekiz Çelebi, Mehmet Effendi, pardon, c'est pas Çelebi, c'est Effendi,
Donc avec les récits qu'il a fait d'Europe, etc., etc. Donc on ne peut pas dire que ce soit complètement non plus enfermé, mais en fait aucune société ne vit fermée sans regarder ce qui se passe autour. Les contre-modèles sont là. Ce qui est peut-être ennuyeux, c'est qu'on oublie ce contre-modèle safavide, en fait. Or, il est central. D'abord Timouride, quoi, et ensuite safavide. Il est central. Et pour les arts, pour le développement artistique, il est beaucoup plus important. Pour les livres, par exemple, il est beaucoup plus important que le modèle occidental. La peinture, d'accord, mais la peinture, c'est trois tableaux pour 10 personnes à l'échelle de l'Empire. Les livres, la production manuscrite, les enluminures, les miniatures, tout cet art, les Ottomans sont fascinés par les arts safavides. Ils sont fascinés pour collectionner les livres qui sont produits à Shiraz, qui viennent de Tabriz, qui viennent, etc. Et ils font venir de gré ou de force, et souvent de force, les artisans persans. Il y a vraiment toute une fascination. Là, c'est déjà au XVIe siècle, mais qui va se concrétiser dans l'Empire ottoman au XVIIe, XVIIIe siècle. Les Vni utilisent autant les techniques occidentales, enfin, a autant une volonté d'intégrer une partie des enseignements de l'art occidental, notamment dans la création de la perspective, enfin de la profondeur plutôt, c'est pas tant la perspective que la profondeur, mais aussi les arts safavides. Donc il faudrait remettre en parallèle cet autre modèle qui finit par s'essouffler du fait on va dire, des difficultés internes à l'État safavide, mais qui est là longtemps. Les Ottomans, ils sont au milieu entre les deux, donc ils ne regardent pas que l'Occident, ils regardent aussi l'Orient. Pas l'Orient. Ça ne veut rien dire, l'Orient, mais ils regardent aussi de l'autre côté. Et effectivement, en fait, pour d'autres trucs, il faudrait regarder quand même le côté islamique, arabe islamique. Même s'il n'y a plus de modèle à ce moment-là, il y a toute la production à travers l'Égypte, le Caire reste quand même au niveau de la production de la pensée théologique, etc., reste une plateforme quand même très, très importante. Al-Khazar, etc., ça reste central quand même. Donc, il faut réagrandir un peu la lecture du monde ottoman en voyant les différentes... en fait, j'ai oublié, j'aurais dû le préciser, mais même pour ces manuscrits dont on voit, et pour les portraits et les miniatures, dont on voit que les miniatures sont inspirées des tableaux occidentaux et vice-versa. Mais une partie sont inspirées aussi des miniatures. Il y a aussi le lien en fait avec les miniatures persanes. Donc en fait, on a une circulation de modèles persans qui rentre dans l'Empire ottoman, qui utilise le modèle occidental, qui refait un modèle ottoman, qui repart là-bas et qui revient là. Donc la circulation des modèles, elle est systématique en fait. Et nécessairement, je veux dire, c'est toujours comme ça. Les frontières sont pas fermées, les artistes se passent, les ouvrages circulent, etc., etc. Donc, mais il faut le réintroduire dans notre manière de comprendre et de lire et d'analyser en fait la société ottomane. Bon, merci Juliette, merci à tous. Bonne journée. Merci.